Voici un récit créé pour la chaîne YouTube Miłość w blasku świek. La pluie d'automne battait les vitres du fiacre avec une régularité de métronome, jetant des traînées d'eau sale sur le paysage de lande désolé qui défilait au dehors. Serrée dans son manteau de laine sombre, Clara Vance s'efforçait de calmer le tremblement de ses mains. Sous le nom de Claire Evans, elle laissait derrière elle les décombres de sa vie londonienne, la faillite frauduleuse de son père et le mépris d'une société qui l'avait encensée la veille pour mieux la maudire le lendemain. Elle n'avait plus pour toute fortune que ses manières soignées, une éducation irréprochable et cette voix douce, basse, que les professeurs de son enfance avaient toujours qualifiée de singulièrement mélodieuse. Le fiacre s'arrêta enfin dans un grincement de ferraille. Devant elle, le manoir de Blackwood se dressait comme une forteresse de pierres sombres, à demi noyée dans la brume du soir. C'était là que vivait le duc Julian Thornwood, un homme dont la noblesse n'avait d'égal que la réputation de solitude farouche, qui l'entourait depuis que la perte de sa vue l'avait coupé du monde. La lourde porte de chêne s'ouvrit sur un hall immense, éclairé par la lueur vacillante de quelques bougies. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe de soie noire, d'une austérité toute puritaine, attendait sur le premier degré de l'escalier. Un grand trousseau de clés en cuivre, suspendu à sa ceinture, tinta sourdement lorsqu'elle fit un pas en avant. « Vous devez être Claire Evans », dit l'intendante d'une voix dénuée de chaleur. « Je suis Madame Grayson. Suivez-moi. Sa grâce n'aime pas attendre, et le retard est une offense qu'il ne pardonne guère. » Clara prit une discrète inspiration pour raffermir son courage. Ce petit sursaut de la poitrine qui lui évitait de faiblir dans les moments difficiles, et emboîta le pas à la gouvernante. Les couloirs du manoir étaient froids, tapissés de portraits d'ancêtres dont les regards peints semblaient juger l'intruse. « Je dois vous avertir, mademoiselle Evans », poursuivit madame Grayson sans se retourner, le tintement de ses clés rythmant sa marche rapide. 3 lectrices ont été renvoyées le mois dernier. Sa grâce a l'ouïe fine et l'humeur prompte. Si vous lisez trop vite, il s'impatiente. Si vous lisez trop lentement, il vous chasse. Et par-dessus tout, il ne supporte pas que l'on trahisse la moindre pitié dans le ton. « Êtes-vous bien sûr de vouloir cette place ?»« Je n'ai pas le luxe de choisir, madame, » répondit Clara, avec une franchise tranquille. « Mais je vous promets que je ferai de mon mieux pour satisfaire sa grâce. » L'intendante s'arrêta devant une double porte dérobée, dissimulée derrière une tapisserie usée. Elle frappa 3 coups secs, attendit un signal inaudible pour Clara, puis poussa le battant. Le bureau du duc était une pièce vaste et étouffante, saturée par l'odeur du vieux papier, de la cire d'abeille et du feu de bois qui crépitait dans l'âtre. Les murs étaient recouverts de milliers d'ouvrages reliés de cuir, des trésors désormais inutiles pour l'homme assis dans le grand fauteuil près de la cheminée. Julian Thornwood portait une veste de velours sombre déboutonnée au col. Il était jeune, les traits de son visage sculptés avec une régularité presque classique, mais une ombre de lassitude et de sévérité durcissait sa bouche. Ses yeux, d'un brun profond, étaient ouverts mais fixés sur un point invisible dans le vide. Ses doigts longs et fins caressaient machinalement le bois sculpté de l'accoudoir de son fauteuil. « Votre grâce, voici la nouvelle lectrice, Claire Evans », annonça madame Grayson, en s'inclinant légèrement. Le duc ne bougea pas. Il inclina lentement la tête vers la droite, un mouvement presque imperceptible, tendant l'oreille vers l'entrée de la pièce. « Qu'elle approche », dit-il d'une voix grave un peu rauque, qui résonna dans le silence de la bibliothèque. Clara s'avança sur le tapis épais. Le cœur battant à tout rompre, elle s'arrêta à quelques pas du bureau. Elle savait qu'elle devait faire bonne impression immédiatement. Elle prit cette inspiration bloquée qui lui était propre, redressa les épaules, et parla d'une voix qu'elle s'efforça de rendre la plus limpide possible. « Bonsoir, votre grâce. Je me tiens à votre entière disposition pour commencer les lectures dès que vous le souhaiterez. » À l'instant même où ces mots franchirent ses lèvres, un changement radical s'opéra chez le duc. Les doigts qui caressaient le bois sculpté se figèrent instantanément. Julien retint son souffle, son corps entier se tendant comme la corde d'un arc. Il tourna brusquement le visage vers elle.
ses yeux aveugles fixés avec une intensité si troublante que Clara eut l'illusion qu'il pouvait la voir. Le silence qui s'ensuivit devint presque insoutenable. Madame Grayson jeta un regard inquiet de l'un à l'autre, tandis que le duc semblait chercher à démêler un souvenir enfoui sous le poids des années. « Parlez encore, ordonna-t-il, la voix plus basse, presque pressante. Clara, déstabilisée par cette réaction mais résolue à ne pas faiblir devant l'intendante, fit un effort pour maintenir son timbre stable. « Désirez-vous que je commence par les gazettes de Londres, ou préférez-vous que nous reprenions l'ouvrage d'histoire que vous aviez entamé avec mon prédécesseur ?» C'était elle. Julien en avait la certitude absolue. Cette inflexion particulière sur les syllabes finales, cette douceur voilée qui n'appartenait qu'à une seule personne. Son esprit fut instantanément projeté 3 ans en arrière, lors d'une nuit de brouillard londonien. Il se revit dans la serre obscure de la demeure des Cavendish, alors que sa vue l'abandonnait déjà, et que le désespoir le submergeait. Une jeune femme s'y était réfugiée, fuyant elle aussi la cohue du bal. Ils avaient parlé pendant des heures dans le noir, partageant des confidences qu'ils n'auraient jamais dites à la lumière du jour. Il n'avait jamais vu son visage, et elle s'était enfuie, avant qu'il ne puisse lui demander son identité. Mais sa voix était restée gravée dans sa mémoire comme l'unique phare de sa nuit éternelle. « Laissez-nous, Grayson, » dit le duc d'un ton sans réplique. L'intendante hésita une seconde, le tintement de ses clés trahissant sa surprise, puis elle s'inclina et quitta la pièce en refermant la porte derrière elle. Dès que le loquet cliqueta, Julien se leva de son fauteuil. Sans l'aide de sa canne, guidé par le seul son de la respiration de Clara, il contourna le bureau d'un pas assuré. Il s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle. Clara pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui et l'odeur de tabac et de cèdre qui l'enveloppait. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il, le ton vibrant d'une émotion contenue. « Je suis Claire Evans, votre grâce, » répondit-elle en reculant d'un demi-pas, le cœur battant la chamade. « On m'a engagée pour être votre lectrice. » Julien laissa échapper un rire bref, teinté d'une amertume mêlée d'une étrange douceur. Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux, et inclina de nouveau la tête pour capter le moindre murmure de son souffle. « Vous pouvez bien vous présenter sous ce nom au reste du monde, mademoiselle, et porter ce costume de gouvernante pour cacher votre rang. Mais vous perdez votre temps à mentir. J'ai reconnu votre voix bien avant que l'on ne prononce votre nom. » Le lendemain matin, la tempête avait laissé place à une brume immobile qui enveloppait les jardins du domaine, dans un voile de cendres. Clara n'avait presque pas dormi. Les derniers mots du duc résonnaient en elle, comme une menace et une énigme, tout à la fois. « J'ai reconnu votre voix bien avant que l'on ne prononce votre nom. » Comment pouvait-il se souvenir d'elle après 3 longues années? Cette nuit-là, dans l'obscurité d'une serre londonienne, elle avait cherché un abri provisoire contre les rumeurs qui commençaient déjà à dévorer sa famille. Lui cherchait l'ombre pour masquer le déclin irrémédiable de sa vue. Ils n'avaient partagé que des mots, des aveux murmurés dans le noir, sans qu'aucun visage ne soit jamais éclairé par la lueur d'une bougie. Elle s'était enfuie au jour poussant, persuadée que cette rencontre resterait une parenthèse oubliée. Lorsqu'elle frappa à la porte de la bibliothèque à 9 heures précises, sa décision était prise. Elle devait nier. Pour la sécurité de sa mère et de sa sœur, qui dépendaient entièrement des gages qu'elle rapporterait, elle ne pouvait pas se permettre d'être Clara Vance, la fille d'un aristocrate déchu et recherchée pour faillite frauduleuse. Elle devait rester Claire Evans, la lectrice dévouée, distante et irréprochable. « Entrez », dit la voix profonde de Julien depuis l'intérieur. Clara poussa le lourd battant de chaîne. La grande pièce était plongée dans une demi-obscurité calculée, les paisibles tentures de velours vert, étouffant les bruits du monde extérieur. Un feu modéré brûlait dans l'âtre, projetant de longues ombres dorées sur les étagères chargées de reliures anciennes. Le duc était déjà assis dans son fauteuil à haut dossier, vêtu d'une redingote de drap noir parfaitement ajustée. Il tenait une tasse d'argent entre ses longs doigts, mais il la posa immédiatement sur le guéridon à son approche.
Bonjour, votre grâce, dit-elle en s'inclinant légèrement, prenant soin de poser sa voix dans un registre plat, soumise et strictement professionnel. Bonjour, mademoiselle Evans, répondit-il. Il détacha chaque syllabe de son nom, emprunté avec une politesse trop appuyée pour ne pas être empreinte d'une amère ironie. Il inclina lentement la tête vers la droite, un mouvement familier que Clara commençait déjà à reconnaître, captant le moindre froissement de sa jupe de laine sur le parquet. « J'espère que vos appartements vous conviennent, » poursuivit-il. « Madame Grayson peut se montrer rigide, mais elle veille à ce que la maison soit tenue avec ordre. »« Tout est parfaitement à ma convenance, je vous remercie, » dit Clara, en maintenant une distance respectueuse. « Désirez-vous que je commence par la lecture de la correspondance du domaine, ou par celle de votre ouvrage d'histoire habituel? »« Ni l'un ni l'autre aujourd'hui, » dit Julien en se redressant légèrement. Allez vers le 3e rayon du meuble de gauche, près de la fenêtre. Vous y trouverez un petit volume relié en cuir vert dont les dorures sont à demi effacées. C'est un recueil de vers traduits du grec. Clara obéit sans discuter. Ses souliers ne faisaient aucun bruit sur le tapis épais. Elle trouva sans peine l'ouvrage désigné parmi les rangées de livres précieux. Le cuir en était doux, usé aux angles par de nombreuses manipulations pastes. « Je l'ai trouvé, votre grâce. Bien. Asseyez-vous sur le tabouret à côté de mon fauteuil, mademoiselle Evans, et ouvrez le livre à la page 54. » Clara s'approcha, le cœur lourd d'un pressentiment sinistre. Elle prit place sur le siège de velours, à quelques pouces seulement du duc. De si près, elle pouvait observer les détails de son visage, la ligne droite de son nez, le dessin sévère de sa mâchoire et cette ombre de douleur retenue qui marquait ses traits. Ses yeux d'un brun profond, bien qu'incapables de fixer un objet, semblaient pourtant chercher son regard à travers la pénombre. Elle ouvrit le recueil à la page demandée. En parcourant la première ligne du poème, son souffle se bloqua brusquement dans sa poitrine, ce petit sursaut de la cage thoracique qu'elle ne pouvait jamais étouffer lorsqu'une émotion trop vive la frappait. C'est me fut une gifle silencieuse. C'était un fragment de Sappho, une complainte sur la mémoire, l'absence et les présences invisibles. C'était le texte exact qu'elle lui avait cité, de mémoire, dans la serre londonienne, pour consoler cet inconnu, dont elle ignorait alors le titre et le tragique destin. Elle resta immobile, la gorge nouée, les yeux rivés sur l'encre pâlie, incapable de prononcer le moindre son. « J'attends, mademoiselle, » murmura Julien. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa l'espace réduit qui les séparait avec une autorité absolue. Clara prit une longue inspiration pour maîtriser le tremblement de ses lèvres. Elle se força à lire, s'efforçant d'adopter un ton monotone pour masquer sa détresse. Certains disent qu'une armée de cavaliers, certains que des fantassins, certains que des navires, sont ce qu'il y a de plus beau sur la terre sombre. Mais moi je dis que c'est ce que l'on aime. Sa voix flancha imperceptiblement sur la dernière syllabe. Un silence pesant s'installa dans la bibliothèque, seulement troublé par le craquement d'une bûche se consumant dans l'âtre. « Votre mémoire vous fait-elle défaut, mademoiselle Evans ?» demanda le duc, un sourire sans joie dessinant le coin de ses lèvres. « Ou bien ces mots ont-ils pour vous une résonance particulière ? » « Ce sont de très beaux vers, votre grâce, répondit-elle, avec une rigidité désespérée. Mais je ne suis ici que pour vous lire les textes que vous choisissez, non pour vous faire part de mes impressions. » Julian se pencha légèrement vers elle. Il étendit la main avec une lenteur calculée. Clara ne bougea pas, paralysée comme un oiseau devant le prédateur. Les doigts du duc frôlèrent le bord du livre, qu'elle tenait serré contre ses genoux. Puis glissèrent avec une douceur inattendue, le long de la reliure, jusqu'à effleurer, durant une fraction de seconde, la peau glacée de son poignet. Le contact envoie un frisson brûlant le long de l'échine de la jeune femme. « Vous mentez fort mal pour une personne qui prétend exercer un métier de précision, » dit-il à voix basse, d'un ton où la sévérité se teintait d'une troublante fascination. « Pourquoi cette comédie? Si le nom de Vance est devenu une infamie à Londres, croyez-vous vraiment qu'il m'intimide ici ?» Le mot était lâché. Clara ferma les yeux, vaincue par la précision du coup. Il savait tout.
Il ne s'agissait pas seulement d'un souvenir vagabond, mais d'une certitude absolue. Votre grâce, chuchota-t-elle, abandonnant enfin son masque de servante impassible. Si l'on apprend qui je suis réellement, si Madame Grayson ou les gens du domaine découvrent que vous hébergez sous votre toit, la fille d'un homme poursuivi par la justice, votre propre réputation sera entachée. Je ne suis venu que pour travailler honnêtement. Laissez-moi porter ce nom d'emprunt. Il ne nuit à personne. Julian retira sa main et se rassit profondément dans son fauteuil. Il tourna son visage vers la fenêtre brumeuse, le profil découpé par la faible lumière du dehors. Vous sous-estimez mon indifférence envers les cancans de la société, mademoiselle Vance, dit-il. Le monde m'a enterré dès que mes yeux se sont fermés. Je n'ai que faire de leur scandale de salon. Alors, vous me renvoyez demanda-t-elle, la poitrine oppressée. Au contraire, répliqua-t-il avec une fermeté soudaine qui n'admettait aucune réplique. Vous resterez à Blackwood. Vous serez Claire Evans pour l'intendante, pour les valets et pour les curieux qui s'aventurent jusqu'ici. Mais dans cette pièce, lorsque la porte sera fermée, je refuse catégoriquement d'endurer cette mascarade. Vous serez la femme dont la voix m'a empêché de renoncer à la vie il y a 3 ans. Est-ce bien clair? Clara mesura l'abîme qui venait de s'ouvrir sous ses pas. En acceptant ce pacte secret, elle ne s'assurait pas seulement un refuge pour nourrir les siens. Elle acceptait une liaison d'esprit intime et dangereuse avec un homme souverain, qui détenait désormais son honneur et son avenir entre ses mains. C'est très clair, votre grâce, murmura-t-elle. Très bien, conclut Julien en désignant à nouveau le volume ouvert sur ses genoux. Reprenez la lecture depuis le début. Et cette fois, ne me cachez plus rien. Dans les jours qui suivirent, Clara s'installa dans une routine studieuse qui lui offrait un semblant de paix. Chaque après-midi, elle s'asseyait devant le grand bureau d'acajou pour s'occuper de la correspondance du duc. Julien, refusant d'abandonner la gestion de ses terres à des tiers, exigeait qu'elle lui lise chaque lettre, chaque rapport de fermage et chaque facture. Il écoutait, immobile, gravant les chiffres dans sa mémoire prodigieuse. Ce jour-là, la lumière grise de l'après-midi filtrait à peine à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque. Julien s'était assoupi dans son fauteuil, fatigué par une longue matinée de consultation avec son intendant. Clara en profita pour classer les registres financiers du domaine, accumulés dans un coffre de cuir au pied du bureau. Son père, avant sa chute, lui avait appris à tenir les livres de compte de leur propre maison. Elle savait repérer le mensonge sous la régularité apparente des chiffres. En feuilletant le grand livre des dépenses extraordinaires, qui est signé de la main d'Hector Thornwood, le cousin du duc, son regard fut attiré par une série d'entrées suspectes. Elle prit une discrète inspiration, le cœur soudain plus rapide. Des sommes importantes avaient été allouées pour la réfection des toitures des métairies du Nord, mais aucune facture d'artisan n'y était jointe. Plus loin, des achats de fourrage présentaient des tarifs doubles de ceux pratiqués sur les marchés voisins. Au total, des centaines de livres sterling semblaient s'être volatilisés au cours des 6 derniers mois, toutes validées par Hector durant les périodes d'absence de Julien. « Votre grâce », murmura-t-elle doucement pour ne pas le surprendre. Julien remua la tête. Ses yeux s'ouvrirent, cherchant la direction de sa voix. « Je ne dormais pas, Claire, » dit-il d'un ton bas. « Que se passe-t-il » Clara hésita, mesurant le danger. Elle n'était qu'une domestique aux yeux du monde, et elle s'apprêtait à accuser le cousin du duc de malversation. Mais le souvenir de la ruine de sa propre famille, causé par des trahisons similaires, balaya ses craintes. « Je crains qu'il n'y ait une anomalie grave dans les registres du domaine, » dit-elle en s'approchant de lui, le grand livre ouvert entre ses mains. Les comptes gérés par M. Hector présentent des écarts notables. Des fonds importants ont été débloqués pour des travaux qui ne figurent nulle part dans les rapports des gardes-chasse. Le visage de Julien se durcit instantanément. Ses sourcils se froncèrent, et il inclina la tête vers la droite, écoutant chaque mot avec une attention presque douloureuse. « Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? Les chiffres peuvent être trompeurs pour qui n'est pas habitué aux affaires de la terre. »« Mon père, commença-t-elle,
avant de se reprendre rapidement. J'ai tenu les comptes d'une grande maison autrefois, votre grâce. Je sais faire la différence entre une erreur de plume et un détournement systématique. Monsieur Hector a payé des fournisseurs qui n'existent pas. Julien resta silencieux un long moment, ses doigts tambourinant lentement sur l'accoudoir de son fauteuil. La colère qui émanait de lui était palpable, froide et contenue. Mon cousin se croit à l'abri parce que je ne peux plus vérifier ses signatures, dit-il d'une voix blanche. Il pense que ma cécité s'étend à mon esprit. C'est à cet instant que la porte de la bibliothèque s'ouvrit avec fracas. Le tintement métallique et familier d'un trousseau de clés annonça l'entrée de Madame Grayson. L'intendante portait un plateau d'argent contenant le thé du duc, mais son regard sévère se posa immédiatement sur Clara, qui tenait encore le registre entre ses mains. Mademoiselle Evans, dit Madame Grayson d'un ton glacial, en posant le plateau sur une table basse. Puis-je savoir pourquoi vous manipulez les livres de comptes personnels de la famille Thornwood? Ce ne sont pas là les attributions d'une lectrice, un médecin. Clara sentit le piège se refermer. L'intendante, toujours méfiante à son égard, cherchait le moindre prétexte pour la prendre en faute et obtenir son renvoi. « Je demandais simplement à mademoiselle Evans de vérifier un détail », intervint Juliane. Sa voix, calme et souveraine, coupa court à l'autorité de l'intendante. Madame Grayson se tourna vers lui, les mains jointes sur son tablier noir. « Votre grâce, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Hector m'a expressément demandé de veiller à ce que personne ne touche à ces documents en son absence. Il craint que des indiscrétions ne nuisent aux affaires du domaine. Mademoiselle Evans est une étrangère ici. Il est fort imprudent de lui accorder un tel accès. » Juliane se leva lentement, s'appuyant sur le rebord de la cheminée. Sa haute silhouette dominait la pièce. Bien qu'il ne pût voir le visage de son intendante, son attitude dégageait une assurance royale qui fit reculer d'un pas la vieille femme. « Mademoiselle Evans est sous ma protection directe, Grayson, » dit-il d'un ton ferme qui ne souffrait aucune réplique. « Elle a toute ma confiance. Si mon cousin Hector a des objections à formuler, il s'adressera directement à moi. En attendant, j'ordonne que tous les registres du domaine soient transférés ici, dans cette bibliothèque, et que mademoiselle Evans en assure la révision complète. » Madame Grayson blêmit. Le tintement de ses clés se fit entendre alors qu'elle serrait les poings, outrée par cette marque de confiance envers une nouvelle venue. « Bien, votre grâce, répondit-elle d'une voix étranglée par le dépit. Si tel est votre désir. Mais sachez que monsieur Hector ne verra pas d'un bon œil que ses comptes soient inspectés par une simple servante. C'est moi qui dirige Blackwood, Grayson. Ne l'oubliez pas, vous pouvez disposer. » L'intendante s'inclina avec une raideur offensée et quitta la pièce, refermant la porte avec une vigueur inhabituelle. Le silence retomba sur la bibliothèque. Clara, encore tremblante de l'affrontement, posa le registre sur la table. Elle mesurait la portée de ce qui venait de se produire. En la défendant ainsi, Juliane venait de la placer au centre d'un conflit familial dangereux. « Vous avez pris un grand risque pour moi, votre grâce, dit-elle à voix basse. Madame Grayson va immédiatement en informer votre cousin. » Juliane fit quelques pas dans sa direction, s'arrêtant si près d'elle qu'elle pouvait percevoir le rythme régulier de sa respiration. Il tendit la main et, avec une délicatesse infinie, effleura le revers de la manche de Clara, comme pour s'assurer de sa présence. « Mais non, sous cette Le risque est mien, Claire, murmura-t-il, un adoucissement soudain dans la voix. Vous m'avez offert vos yeux pour voir la trahison, là où je ne pouvais que la soupçonner. C'est un pacte entre nous désormais. Clara sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. L'alliance était scellée, mais elle savait que le retour d'Hector Thornwood transformerait cette complicité naissante en une guerre ouverte dont elle serait la première cible. Le jardin d'hiver de Blackwood était une immense structure de verre et de fer forgé, rattachée à l'aile du manoir par une galerie dérobée. C'était un lieu suspendu hors du temps, où l'odeur de la terre humide, du jasmin et des fougères géantes offrait un contraste saisissant avec la rigueur froide des autres pièces. Julian aimait s'y rendre en fin de journée. Il disait que le parfum des plantes lui permettait de deviner les saisons mieux que n'importe quel calendrier.
Ce jour-là, Clara l'avait accompagné pour lui faire la lecture d'un traité de botanique qu'il affectionnait particulièrement. Assise sur un banc de pierre recouvert d'un coussin de velours, elle observait le duc qui marchait lentement le long des allées pavées, effleurant du bout des doigts les grandes feuilles vernissées des plantes tropicales. Il se déplaçait avec une aisance surprenante dans cet espace qu'il connaissait par cœur, son corps grand et svelte, se mouvant sans la moindre hésitation. Le ciel s'assombrit brusquement, passant d'un gris terne à un bleu d'encre menaçant. En quelques minutes, une averse d'une violence inouïe s'abattit sur la verrière. Le vacarme de l'eau frappant les carreaux de verre devint si intense qu'il noya instantanément tous les autres bruits du domaine, transformant la serre en une bulle isolée du reste du monde. Julien s'arrêta net, au milieu de l'allée centrale, sous le grand dôme de fer forgé. Le fracas de la pluie semblait perturber ses repères sensoriels habituels. Il inclina lentement la tête vers la droite, cherchant à capter un son familier à travers la tempête. « Claire » appela-t-il. Sa voix fut presque emportée par le grondement de l'averse. Clara se leva aussitôt, laissant le livre sur le banc, et s'approcha de lui. « Je suis là, votre grâce, dit-elle en haussant légèrement le ton, pour couvrir le bruit de l'eau. Julien fit un pas dans sa direction, mais son pied glissa légèrement sur une dalle de pierre rendue humide par la condensation. Sans réfléchir, guidée par un élan de protection, Clara s'avança et saisit son bras pour le stabiliser. Ses mains se refermèrent sur le drap de sa veste. Julien se tendit, mais il ne recula pas. Au contraire, sa main libre descendit le long du bras de la jeune femme pour venir envelopper ses doigts sous fin. Le contact était chaud, ferme, et d'une intensité qui fit monter une rougeur soudaine aux joues de Clara. Elle prit une discrète inspiration, ce petit sursaut de la poitrine qu'elle ne pouvait contrôler, et tenta de retirer doucement sa main. Mais le duc resserra sa prise, sans violence mais avec une autorité tranquille. « La pluie fait trop de bruit, dit-il, son visage penché vers le sien. Elle efface les distances. Je n'entends plus le rythme de vos pas, Claire. Je ne sais plus où vous vous tenez. Nous devrions rentrer au manoir, votre grâce. La tempête redouble et l'air se rafraîchit. Pas tout de suite, murmura-t-il. Il lâcha doucement sa main pour lever la sienne. Ses doigts, longs et fins, hésitèrent un instant dans l'air tiède de la serre, puis ils vinrent se poser avec une légèreté de plume sur la tempe de Clara. La jeune femme retint son souffle, le cœur battant si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende malgré le fracas de la tempête. Juliane commença à bouger ses doigts, dessinant les contours de son visage, avec une attention presque sacrée. Ses doigts effleurèrent la courbe de son front, descendirent le long de sa tempe, puis suivirent la ligne délicate de sa pommette. Clara tremblait intérieurement, mais elle restait immobile, fascinée par la douceur de ce toucher qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. C'était une caresse purement sensorielle, le moyen pour cet homme privé de lumière de retrouver l'image de la femme qui hantait ses nuits depuis 3 ans. Ses doigts glissèrent sur l'arête fine de son nez, puis descendirent vers ses lèvres. Clara sentit le pouce de Julien effleurer le coin de sa bouche avec une tendresse infinie. Un frisson parcourut tout son être, balayant ses réserves et sa prudence de servante. « Vous n'avez pas changé », chuchota Julien, sa voix vibrant d'une émotion contenue, qui s'accordait au tumulte de la pluie au-dessus d'eux. La structure de votre visage, la douceur de votre peau, tout est exactement tel que je l'avais imaginé cette nuit-là, lorsque nous ne pouvions nous parler que dans l'ombre. Votre grâce, vous ne devriez pas, murmura-t-elle, bien que sa propre voix trahisse son trouble profond. Je ne suis que votre lectrice. Si quelqu'un nous voyait, il n'y a personne ici, Claire. Personne d'autre que la pluie et nous. Il posa ses 2 mains de chaque côté de son visage, ses pouces caressant doucement ses joues. Ses yeux aveugles, si proches des siens, semblaient vouloir percer l'obscurité pour contempler les traits qu'il venait de redécouvrir. La distance entre leurs lèvres s'était réduite à quelques pouces à peine. Clara pouvait sentir la chaleur de son souffle sur son visage,
Pendant un battement de cœur suspendu, la frontière sociale qui les séparait s'effondra totalement. Elle n'était plus la fille d'un paria cherchant à cacher sa honte, et il n'était plus le duc solitaire, enfermé dans son amertume. Ils étaient deux âmes égarées, qui s'étaient enfin retrouvées dans la tempête. Julien inclina légèrement la tête, ses lèvres frôlant presque les siennes dans une promesse de baiser qui fit défaillir Clara. Mais un bruit soudain à l'entrée de la galerie, le grincement d'une porte de fer forgé, les fit sursauter. Le duc retira ses mains avec une lenteur regrettable, tandis que Clara reculait vivement d'un pas, remettant de l'ordre dans ses cheveux d'une main tremblante. « Votre grâce » appela la voix lointaine d'un valet à travers le vacarme de l'eau. « Madame Grayson s'inquiète de votre retour. » Julian ne répondit pas immédiatement. Il prit une profonde inspiration, reprenant le contrôle de lui-même, bien que ses traits restent marqués par l'intensité de ce qui venait de se passer. Il se tourna vers la direction de la voix, puis reporta son attention vers Clara. « Dites-lui que nous arrivons, Claire », dit-il d'une voix basse qui avait retrouvé sa fermeté ducale, mais dont l'intimité restait entière pour elle seule. « Oui, votre grâce, » répondit-elle, la voix encore un peu altérée par l'émotion. Alors qu'elle le guidait vers la sortie, le bras de Julien frôlant le sien, Clara sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Le masque de la lectrice s'était brisé sous les doigts du duc. Le risque était désormais immense pour Saint-Simon, car elle savait que si elle restait à Blackwood, ce n'était plus seulement pour sauver sa famille de la faim, mais parce que son propre cœur était désormais prisonnier de cet homme qui la voyait mieux que quiconque. Le calme de l'après-midi fut brisé par le fracas soudain d'un attelage s'arrêtant dans la cour d'honneur, suivi du tumulte des voix s'élevant sous le porche. Dans la bibliothèque, Clara releva les yeux des registres qu'elle classait. Julien, assis près de la cheminée, inclina lentement la tête vers la droite, l'oreille tendue vers le couloir. Ses doigts se crispèrent sur le bois, sculpté de son fauteuil. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, annoncée par le tintement précipité des clés de Madame Grayson, qui s'effaça pour laisser passer les nouveaux arrivants. « Mon cher Julien », lança une voix masculine, forte et empreinte d'une assurance théâtrale. « Quelle tristesse de te trouver ainsi confiné dans cette obscurité. J'ai pensé qu'un peu de compagnie parisienne et de fraîcheur londonienne ne ferait pas de mal à ce vieux tombeau. » Hector Thornwood entra d'un pas conquérant, enveloppé dans une pelisse de voyage aux boutons d'or étincelants. À son bras se tenait une jeune femme d'une élégance rare, vêtue d'une robe de voyage de soie cannelle et coiffée d'un chapeau de feutre orné d'une plume de faisan. Lady Béatrice, la fille du comte de Westmoreland, promena sur la pièce un regard teinté d'une condescendance polie, tandis qu'un parfum capiteux de rose et de musc envahissait l'atmosphère chaude de la bibliothèque. Hector s'arrêta au centre de la pièce et sortit de sa poche une tabatière en argent. Un claquement sec et métallique retentit lorsqu'il l'ouvrit d'un coup de pouce pour y puiser une pincée de tabac, avant de la refermer avec le même bruit sec. Julien ne se leva pas. Ses traits s'étaient figés dans un masque d'une froideur impénétrable. « Tu ne m'avais pas annoncé ta visite, Hector, » dit-il d'une voix calme, mais dépourvue de toute chaleur. « Et encore moins celle de Lady Béatrice. Soyez néanmoins les bienvenus à Blackwood. »« Oh, ne m'en veux pas pour ce manque de formalisme, » répliqua Hector en s'approchant pour poser une main familière sur l'épaule de son cousin, qui se tendit imperceptiblement sous le contact. « Lady Béatrice souhaitait ardemment te présenter ses hommages avant notre retour à la cour, et je me devais de veiller sur mon cousin préféré. » Lady Béatrice fit un pas en avant, le froufrou de ses jupes de soie rompant le silence solennel de la pièce. « C'est un honneur de vous revoir, Duc, » dit-elle d'une voix flûtée, bien que ses yeux se promènent déjà sur les meubles précieux, avec l'assurance d'une femme qui évalue une future propriété. « Votre cousin me parle si souvent de Blackwood. C'est un domaine magnifique, bien qu'un peu austère pour les mois d'hiver. »« Il convient parfaitement à mes besoins, milady, » répondit Julien avec une politesse distante. Ce fut à ce moment qu'Hector tourna son regard vers le bureau où Clara se tenait debout, immobile, les yeux baissés. Le cousin du duc fronça les sourcils,
observant la silhouette de la jeune femme sous sa robe grise de gouvernante. Il ouvrit et referma sa tabatière dans un nouveau claquement métallique. « Et qui est cette personne, Julien ?» demanda-t-il d'un ton dédaigneux, comme s'il parlait d'un meuble mal placé. « Une nouvelle recrue ? Je croyais que Grayson s'occupait de recruter les filles de cuisine. »« C'est mademoiselle Evans, ma lectrice personnelle, » répondit Julien, sa voix se teintant d'une nuance plus dure. « Elle m'assiste également dans la gestion de ma correspondance. » Clara prit une discrète inspiration, sentant le regard inquisiteur d'Hector peser sur elle. Ce petit sursaut de sa poitrine n'échappa pas au cousin, dont le sourire se fit plus narquois. « Une lectrice ?» répéta Hector en s'approchant du bureau. « Vraiment ? Tu as donc renvoyé la vieille demoiselle qui te lisait les sermons du dimanche ? Laisse-moi te regarder d'un peu plus près, mademoiselle Evans. » Il s'arrêta devant elle, l'examinant avec une familiarité offensante. Clara maintint son regard fixé sur le tapis, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa peur. Lady Béatrice, quant à elle, laissa échapper un petit rire amusé derrière son éventail de dentelle. « Une bien jolie fille pour une tâche si monotone, » commenta la noble dame. « Mais dites-moi, duc, comment jugez-vous de la qualité de ses services, par le ton de sa voix, j'imagine, puisque nous sommes ici, Julien ?» dit Hector avec une insistance malveillante. « Pourquoi ne pas nous donner un échantillon de ses talents ? Lady Béatrice est très friande de poésie. Fais donc lire ta jolie servante pour nous. Je suis curieux de savoir ce qui retient ainsi ton attention dans cette solitude. » La demande était un piège. Hector cherchait à humilier Clara en la traitant comme une curiosité de foire devant une femme de la haute société, tout en testant l'autorité de Julien. Si le duc refusait, il montrait une faiblesse ou un attachement suspect envers une employée. Si elle lisait, elle s'exposait à la critique de ces aristocrates qui, à tout moment, pouvaient reconnaître son accent d'origine ou les manières trop raffinées d'une fille de bonne famille déchue. Julian resta silencieux un instant, ses doigts caressant lentement le bois de son fauteuil. L'atmosphère dans la bibliothèque était devenue électrique. « Mademoiselle Evans n'est pas un divertissement de salon, Hector, » dit Julien d'un ton glacial. « Oh, allons, Julien, ne sois pas si protecteur, » insista le cousin avec un sourire venimeux, faisant claquer sa tabatière. « Lady Béatrice est notre invitée. Un peu de lecture agrémentera notre après-midi, à moins que mademoiselle Evans ne sache pas lire convenablement devant des personnes de notre rang. » Clara comprit que le silence de Julien ne ferait qu'accroître les soupçons d'Hector. Elle fit un pas en avant, redressant les épaules, avec une dignité qui surprit Lady Béatrice. « Je serai honorée de lire pour vos invités, votre grâce, dit-elle, en s'adressant directement à Julien. Le duc tourna la tête vers elle, ses yeux aveugles traduisant une inquiétude muette qu'elle seule pouvait décoder. Il inclina lentement la tête. « Soit, » dit-il. « Prenez le recueil de prose sur la table, Claire, et lisez-nous le passage sur les devoirs de l'hospitalité. » Clara s'approcha de la table, sentant les yeux d'Hector rivés sur chacun de ses mouvements. En ouvrant le livre, elle savait que le moindre faux pas, la moindre intonation trop bourgeoise ou trop noble, pourrait réveiller les souvenirs de ces salons londoniens qu'elle avait fuis. Le danger n'était plus seulement dans l'ombre de la bibliothèque. Il venait d'entrer en pleine lumière, sous les traits d'un cousin cupide et d'une rivale potentielle qui la surveillait désormais comme une intruse à démasquer. Le silence qui régnait dans la bibliothèque était si épais qu'on aurait pu entendre le crépitement de la moindre étincelle dans l'âtre. Assise droite sur son siège de velours, le livre ouvert sur les genoux, Clara sentait sur elle le regard pesant d'Hector Thornwood et celui, dédaigneux, de Lady Béatrice. Julien, lui, gardait que la tête légèrement inclinée vers la droite, ses doigts longs et fins posés à plat sur l'accoudoir de son fauteuil, à l'affût de la moindre intonation. Clara prit une discrète inspiration pour raffermir son cœur. Elle posa son doigt sur le premier paragraphe et commença à lire d'un timbre posé, dont la clarté naturelle résonna dans la pièce. Mais elle n'avait pas prononcé 3 phrases qu'Hector fit un pas en avant, poussant un soupir d'ennui théâtral. « Arrêtez donc, mademoiselle Evans, lança-t-il en tirant de sa poche sa tabatière en argent.
Un claquement sec et métallique retentit dans l'air, tandis qu'il l'ouvrait d'un coup de pouce habile. Ce texte anglais est d'une monotonie terrifiante. Puisque mon cousin se vante d'avoir trouvé une perle rare, voyons si votre esprit égale votre mémoire. Il s'approcha de la table, saisit un lourd volume à la reliure maroquin sombre frappé des armoiries de la famille, et le tendit brutalement à Clara. Voici l'édition originale des Mémoires du cardinal de Retz en français. Ma chère Béatrice adore la langue de Molière. Lisez-nous ce chapitre, mademoiselle, et traduisez-le à la volée en anglais, sans hésiter. C'est un exercice auquel se prêtent les gouvernantes d'élite. Voyons si vous êtes à la hauteur des gages que mon cousin vous verse. Lady Béatrice esquissa un sourire cruel derrière son éventail de plumes. C'était un piège grossier. Une servante issue des classes populaires, même instruite, se briserait inévitablement sur la grammaire complexe et le vocabulaire grandiloquent de la noblesse française du XVIIe siècle. Et si elle réussissait sans effort, elle trahissait aussitôt une éducation que seule la haute aristocratie pouvait offrir à ses filles. Clara sentit le piège se refermer. Son souffle se bloqua brusquement dans sa poitrine. Ce petit sursaut involontaire de la cage thoracique que Juliane perçut immédiatement. « Hector, cela suffit », déclara le duc, la voix assourdie par une colère contenue. « Tu n'es pas ici pour faire passer des examens à mon personnel. »« Oh, laisse-la essayer, Julien », s'exclama Lady Béatrice avec une fausse douceur. « À moins que vous ne craigniez que votre lectrice ne nous montre ses limites. » Clara leva les yeux vers le duc, puis fixa le volume que lui tendait Hector. La fierté de sa lignée, la mémoire de son père qui lui avait enseigné les langues continentales dans le grand salon de leur domaine perdu, se réveillèrent en elle. Elle ne laisserait pas cet homme arrogant la piétiner devant la femme qu'il lui destinait. « J'accepte volontiers, monsieur, » dit-elle, d'une voix d'une régularité parfaite. Elle prit le livre des mains d'Hector avec une assurance tranquille, l'ouvrit à la page indiquée et s'accorda 2 secondes de silence. Puis, sans le moindre tremblement, elle se mit à lire le texte français à haute voix, avant de le traduire instantanément en anglais, avec une élégance de style et une fluidité métrique qui stupéfièrent de l'assistance. Chaque mot coulait comme de l'eau clair. Les expressions les plus subtiles du texte classique trouvaient dans sa bouche une équivalence parfaite, rendue dans un anglais châtié, teinté d'un accent aristocratique si pur qu'il était impossible de s'y tromper. Lady Béatrice laissa lentement tomber son éventail, les yeux écarquillés de surprise. Hector, le visage figé, garda sa tabatière ouverte entre ses doigts, incapable de trouver la moindre faute à relever. Lorsqu'elle acheva le paragraphe sur une formule d'une rare élégance, Clara referma doucement le volume. Le silence qui suivit fut absolu. Julien laissa échapper un léger rire. Un son rare et d'une ironie mordante qui fit tressaillir son cousin. « Impressionnant, n'est-ce pas, Hector ?» dit le duc en se redressant sur son siège. « Il me semble que mademoiselle Evans maîtrise la langue de la cour de France bien mieux que toi-même, qui a pourtant passé 3 ans à Paris sans en rapporter autre chose que des dettes de jeu et un tailleur coûteux. » Le visage d'Hector devint écarlate. Il referma brutalement sa tabatière dans un claquement sec qui trahit son humiliation. « Vous avez une syntaxe remarquable pour une fille de campagne, mademoiselle Evans, » venint-il à travers ses dents serrées, s'efforçant de garder une contenance devant Lady Béatrice. « Une éducation bien coûteuse pour une famille d'employés. »« Mon père avait à cœur de m'instruire, monsieur, » répondit Clara en soutenant son regard sans ciller. « Il m'a appris que la vraie noblesse réside dans l'esprit et la tenue, non dans la bourse. » Le coup porta avec une précision chirurgicale. Julien sourit ouvertement, savourant la défaite de son cousin. « Mademoiselle Evans a parfaitement raison, » conclut le duc d'un ton souverain, qui mettait fin à la joute. « Et sa présence ici est un privilège que je ne suis pas prêt de laisser remettre en cause. Je vous remercie, Claire. Vous pouvez regagner vos appartements pour ce soir. » Clara s'inclina avec une grâce irréprochable et quitta la bibliothèque. Mais au moment où elle poussait la lourde porte de chêne, elle croisa le regard d'Hector.
L'humiliation avait fait place dans ses yeux à une lueur sombre, venimeuse et profondément calculette. Il ne la voyait plus comme une simple servante à dédaigner, mais comme une énigme menaçante qu'il devait détruire pour préserver ses intérêts. Dès que la porte se referma, elle entendit le cousin s'approcher du duc, sa voix baissée dans un murmure soupçonneux que l'écho du couloir lui renvoya. « Cette fille n'est pas ce qu'elle prétend être, Julien. Personne de sa condition ne parle ainsi. Je vais faire procéder à des vérifications à Londres, et je jurerai sur mon nom que son passé cache un scandale dont tu feras les frais. » Clara accéléra le pas dans le couloir sombre, le cœur battant la chamade. La victoire d'un soir venait de signer le début d'une chasse à l'homme. Hector était désormais décidé à fouiller les ombres de sa vie pour trouver le véritable nom de la lectrice du duc. Le lendemain de l'affrontement avec Hector, l'atmosphère au manoir de Blackwood était devenue presque irrespirable. Bien que le cousin et Lady Béatrice soient restés confinés dans l'aile ouest, leur présence pesait sur chaque domestique comme un orage imminent. Le tintement des clés de Madame Grayson semblait plus sec, plus nerveux, lorsqu'elle croisait Clara dans les couloirs. Chacun savait que l'enquête d'Hector sur le passé de la nouvelle lectrice n'était qu'une question de jours, sinon d'heures. Pour échapper à cette surveillance étouffante, Clara s'était réfugiée dans le travail que Julien lui avait confié. Le duc lui avait remis la clé de son secrétaire personnel, un meuble imposant en bois de rose situé dans un angle reculé de la bibliothèque, afin qu'elle y classe les baux et les correspondances privées des 10 dernières années. C'était une marque de confiance extraordinaire, mais qui pesait lourdement sur ses épaules. Travaillant à la lueur d'une unique lampe à huile, Clara triait les papiers avec méthode. Ses doigts glissaient sur les parchemins épais, les lettres scellées de cire rouge et les reçus de banque. Elle prit une discrète inspiration pour chasser la fatigue qui lui embrumait l'esprit, ce petit sursaut de la poitrine qui l'aidait à retrouver sa concentration. C'est alors que son regard fut attiré par un pli de cuir noir, dissimulé tout au fond d'un tiroir secret, dont le ressort s'était déclenché lorsqu'elle avait déplacé un lourd registre de comptes. Intriguée, elle sortit le portefeuille. Il n'était pas verrouillé. À l'intérieur se trouvaient quelques feuilles de papier à lettres de qualité supérieure, couvertes d'une écriture fine et régulière, qui n'était pas celle de Julien. C'était la calligraphie parfaite de son ancien secrétaire personnel, celui qui avait quitté le domaine quelques semaines avant son arrivée. Clara déplia la première page. Ses yeux parcoururent sur les premières lignes, et le sang se glaça instantanément dans ses veines. La lettre était adressée à un certain détective privé de Londres, Monsieur H. Vance, sans lien de parenté avec elle, et datée de 6 mois auparavant. Elle était dictée par le duc lui-même, comme l'indiquait la signature hésitante et un peu tremblante de Julien au bas de la page. « Monsieur », écrivait le secrétaire sous la dictée du duc, « conformément aux instructions de sa grâce le duc de Blackwood, vous devez redoubler d'efforts pour localiser la fille aînée de Lord Vance, Clara. Nos informations indiquent que la ruine de sa famille, la contrainte à chercher un emploi sous un nom d'emprunt dans les comtés du Sud. Je vous rappelle les termes de notre accord. Sa voix est votre principal indice. Recherchez une jeune femme dont l'élocution possède cette douceur particulière, presque musicale, et qui a fréquenté la serre des Cavendish lors du bal d'automne il y a 3 ans. Sa grâce exige que cette recherche reste de la plus stricte confidentialité. Aucun membre de la famille Thornwood, en particulier M. Hector, ne doit être informé de cette démarche. » Clara laissa tomber la lettre sur le bureau, les mains tremblantes, le souffle court. Ses yeux restèrent fixés sur le papier, comme s'il s'agissait d'une apparition fantomatique. Julien la cherchait. Il ne s'était pas contenté de reconnaître sa voix par un heureux hasard lorsqu'elle s'était présentée à Blackwood. Il avait activement, méthodiquement, employé des hommes pour la traquer à travers tout le pays. Son engagement sous le nom de Claire Evans n'était pas le fruit d'une heureuse coïncidence ou de la pitié de Madame Grayson. C'était un piège doré, orchestré par le duc lui-même, pour l'attirer dans son domaine et la garder sous sa dépendance. Toutes les scènes de ces derniers jours
défilèrent devant ses yeux sous un jour nouveau, cruel et trompeur. Les lectures intimes dans la bibliothèque, les effusions sensorielles dans la serre, cette façon qu'il avait de la toucher et de lui dire qu'elle n'avait pas changé. Tout cela n'était pas la redécouverte fortuite d'un amour perdu, mais le dénouement d'une chasse à l'homme qu'il menait depuis des mois, dans l'ombre de sa cécité. Une immense sensation de trahison l'envahit, mêlée d'une colère sourde qui balaya sa peur. Elle s'était crue protégée, estimée pour sa valeur et son courage, alors qu'elle n'était que l'objet d'une obsession secrète. Julien savait tout d'elle depuis le premier jour. Il savait pour la ruine de son père, pour la honte qui pesait sur son nom, et il s'était joué de sa détresse pour la garder près de lui, prisonnière de son manoir isolé. Le bruit mat d'une canne ferrée résonna soudain sur le parquet du couloir, brisant le silence de la nuit. Clara sursauta. Elle reconnut immédiatement le pas lourd et régulier de Julien. Le duc approchait de la bibliothèque. D'ordinaire, ce son lui apportait un sentiment de sécurité, mais ce soir, il lui fit l'effet d'une menace. Elle voulut remettre la lettre en place, refermer le tiroir secret et faire semblant de n'avoir rien vu, mais sa fierté blessée l'en empêcha. Elle ne pouvait plus continuer à jouer ce rôle de lectrice soumise et reconnaissante alors qu'elle venait de découvrir la vérité. Elle froissa légèrement le papier entre ses doigts serrés, redressant la tête face à la porte qui s'ouvrait lentement. Julien entra dans la pièce. Il ne portait pas sa veste de velours habituelle, mais une simple chemise de lin blanc ouverte au cou. Ses yeux aveugles semblèrent balayer l'espace, avant de se fixer avec précision dans la direction du secrétaire. Il inclina lentement la tête vers la droite, captant le rythme rapide de la respiration de Clara. « Claire, dit-il doucement, vous êtes encore debout à cette heure ?» Clara prit une profonde inspiration, cette fois pour contenir la colère qui menaçait de faire trembler sa voix. Elle fit un pas en avant, le papier froissé serré dans sa main droite. « Je classais vos papiers personnels, votre grâce, dit-elle, insistant sur chaque mot avec une froideur inhabituelle. Et j'ai trouvé un document qui ne concerne pas la gestion de vos terres. » Julien se figea. Ses sourcils se froncèrent légèrement, décelant le ton hostile de sa lectrice. « De quel document parlez-vous » demanda-t-il d'une voix qui avait perdu sa douceur. Clara fit encore un pas, s'approchant de lui jusqu'à ce que la lueur de la lampe à huile éclaire le visage du duc. « Une lettre adressée à un détective de Londres, » répondit-elle, la voix vibrante d'une émotion contenue. « Une lettre où vous ordonnez que l'on traque la fille de Lord Vance, en utilisant sa voix comme unique indice. Dites-moi, Julien, depuis combien de temps saviez-vous qui j'étais avant que je ne franchisse le seuil de ce manoir ?» Le duc resta immobile, le visage impassible, mais le léger tressaillement de sa mâchoire trahit sa surprise. Le secret qui les liait venait de se briser, non pas sous les coups d'Hector, mais par la découverte de sa propre manipulation, laissant Clara face à un choix plus difficile encore. Fuir immédiatement, ou exiger des comptes à cet homme qu'il avait piégé par amour. Julien ne nia pas. Il fit un pas de plus vers elle, abandonnant sa canne contre le bord du secrétaire. Son visage, habituellement si difficile à déchiffrer, laissait paraître une vulnérabilité qui désarma instantanément la colère de Clara. Il inclina la tête vers la droite, captant le frémissement de sa respiration rapide, puis il tendit la main, cherchant le vide, avant de rencontrer le bras de la jeune femme. « Oui, je vous ai cherché, » dit-il d'une voix basse, presque un murmure. « Durant des mois, j'ai envoyé des hommes dans chaque comté. Je voulais retrouver celle qui, sans même me connaître, m'avait redonné le goût de vivre, alors que mes yeux venaient de se fermer pour toujours. Mais je vous jure, Clara, que je ne savais pas que vous étiez ruinée. Je ne savais pas que vous viendriez ici sous un faux nom pour échapper à la misère. Alors pourquoi avoir continué ce jeu ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le premier soir ? Vous m'avez laissé trembler devant votre intendante. Vous m'avez traité d'en domestique, alors que vous saviez tout. » Julien serra plus fort le bras de Clara. Ses doigts tremblaient légèrement à travers la laine de sa manche.
Parce que j'avais peur, avoua-t-il. Le ton de sa voix, d'une sincérité désarmante, fit vaciller les dernières défenses de la jeune femme. Regardez-moi, Clara. Je suis un duc aveugle, enfermé dans ce manoir que tout le monde évite. Si je vous avais dit dès le premier jour que je vous avais traqué, vous auriez fui. Vous auriez cru à la folie d'un homme riche et désœuvré. Je voulais que vous appreniez à me connaître. Je voulais que vous me parliez de votre plein gré, sans la contrainte de mon titre ou de votre détresse. Il fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux au point que Clara pouvait sentir le battement rapide de son cœur contre sa propre poitrine. Mais maintenant, le jeu est terminé, poursuivit Julien, son visage si proche du sien qu'elle devinait l'éclat doré de ses yeux aveugles. Dites-le-moi, dites-moi votre vrai nom. Je veux l'entendre de votre bouche, sans mensonge, sans masque. Clara prit une discrète inspiration, ce petit sursaut de la poitrine qui, cette fois, ne cherchait plus à cacher sa détresse, mais à accepter sa vérité. « Je m'appelle Clara Vance », murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mon père a tout perdu dans des spéculations frauduleuses. Il s'est enfui sur le continent pour échapper à la prison, nous laissant, ma mère, ma sœur et moi, face aux créanciers et au mépris de tous ceux qui nous flattaient autrefois. Nous avons été chassés de notre maison. Si je ne vous avais pas trouvé, si je n'avais pas obtenu cette place de lectrice, nous n'aurions pas eu de quoi passer l'hiver. Elle s'attendait à voir de la déception ou de la froideur aristocratique sur les traits du duc. La faillite et le déshonneur d'une famille étaient un des péchés impardonnables dans leur monde. Mais Julien ne recula pas. Au contraire, il leva ses mains et encadra le visage de Clara, ses pouces essuyant doucement les larmes qui coulaient sur ses joues. « Vous pensez que cela m'importe » dit-il avec une force tranquille. « Vous pensez que la ruine de votre père diminue en quoi que ce soit la noblesse de votre âme. Clara. Cette nuit-là, dans la serre des Cavendish, vous étiez la seule personne qui ne me regardait pas avec pitié. Et aujourd'hui, vous êtes la seule qui me rende ma dignité. » À ces mots, le monde extérieur sembla s'effacer. Clara abandonna sa fierté blessée, comprenant que cet homme l'aimait non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle était. Elle laissa sa tête reposer contre la paume de sa main, fermant les yeux pour savourer la chaleur de sa peau. Julien inclina le visage et, guidé par le souffle de la jeune femme, posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut un baiser d'une douceur infinie, qui se mua rapidement en une étreinte passionnée. Clara passa ses bras autour du cou du duc, s'abandonnant entièrement à cette sensation de sécurité qu'elle croyait avoir perdue à jamais. Leurs cœurs battaient à l'unisson dans le silence de la bibliothèque, scellant une promesse muette que ni le rang, ni la fortune ne pourraient briser. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le souffle court, Julien garda son front appuyé contre celui de Clara, ses doigts caressant ses cheveux dénoués. « Nous devons être prudents, » murmura-t-il, sa voix reprenant un ton plus grave. « Hector est un homme impitoyable. Il a vu comment vous m'avez défendu hier, et il a compris que vous étiez plus qu'une simple lectrice pour moi. Il a envoyé un messager à Londres ce matin même pour enquêter sur le nom de Claire Evans. » Clara sentit un frisson de peur la traverser. Le bonheur de leur étreinte venait de se heurter à la réalité brutale de leur situation. « S'il découvre la vérité, s'il apprend pour mon père, » commença-t-elle. « Il l'apprendra, » l'interrompit Julien, avec une sombre certitude. « Mais cette fois, nous ne serons plus seuls. Vous n'êtes plus ma servante, Clara. Vous êtes la femme de ma vie, et je détruirai Hector avant qu'il ne puisse vous toucher. » Le changement était désormais irrévocable. Il n'était plus le maître l'aveugle et la lectrice craintive liée par un mensonge protecteur. Ils étaient des amants unis face à un danger commun, alors que l'ombre Hector planait déjà sur leur secret. La nuit était tombée sur Blackwood, étendant son manteau de silence sur les couloirs déserts. Dans la bibliothèque, Clara rangeait les derniers papiers sur le bureau de Julien. Elle caressait du bout des doigts le bois verni là où la veille encore, le duc l'avait tenu contre son cœur. Ce bonheur tout neuf lui semblait aussi précieux que fragile, menacé par l'ombre d'un lendemain incertain.
Un bruit sec, métallique et familier, brisa soudain le calme de la pièce. Clac. Clara se retourna brusquement. Hector Thornwood se tenait sur le seuil de la bibliothèque, appuyé contre le montant de la porte. Il portait encore sa redingote de voyage, et un sourire triomphant détirait ses lèvres minces. Entre ses doigts, il faisait tourner sa tabatière en argent. Il l'ouvrit d'un coup de pouce, y puisa une pincée de tabac, puis la referma dans un nouveau claquement sec. « Le jeu est terminé, mademoiselle Vance, dit-il d'une voix traînante, savourant chaque syllabe de son véritable nom. Ou devrais-je dire, Claire Evans. Clara sentit son sang se glacer. Elle prit une discrète inspiration, ce petit sursaut de la poitrine qu'elle s'efforça de dissimuler, et redressa les épaules pour faire face à son adversaire. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Thornwood, répondit-elle d'un ton qu'elle espérait ferme. Voyons. Ne jouez pas les ignorantes, répliqua Hector en s'approchant d'elle, d'un pas lent et mesuré. Mes émissaires sont revenus de Londres ce soir. Le rapport est tout à fait édifiant. Clara Vance, fille aînée de Lord Arthur Vance, recherchée par la couronne pour une faillite frauduleuse qui a ruiné la moitié de la bonne société londonienne. Vous avez fui la capitale sous un faux nom pour échapper aux créanciers et à la honte, et vous vous êtes glissé dans le lit de mon cousin aveugle pour vous assurer un toit. C'est faux, s'exclama Clara, les joues brûlantes d'indignation. Je suis venue ici pour travailler honnêtement. Sa grâce connaît mon identité et il vous protège, l'interrompit Hector avec un rire méprisant. Je m'en doute bien. Julien a toujours eu un penchant pour les causes perdues et les tragédies romantiques. Mais la loi, elle, ne s'embarrasse pas de sentiments. Héberger une fugitive sous un faux nom, l'employer pour gérer les comptes d'un duché, alors que sa propre famille est accusée de vol. Croyez-vous que la justice fermera les yeux? Croyez-vous que la haute société pardonnera cela à un duc déjà affaibli par son infirmité? Clara sentit un nœud terrible se former dans sa gorge. Les arguments d'Hector étaient d'une logique implacable. La réputation de Julien, déjà compromise par sa retraite forcée, ne survivrait pas à un tel scandale. « Que voulez-vous, Hector » demanda-t-elle à voix basse. Hector s'arrêta à quelques pouces d'elle. Ses yeux brillaient d'une lueur cruelle. « Je veux que vous partiez, mademoiselle Vance, immédiatement. Un fiacre sera posté devant la grillette du domaine demain matin, à l'aube. Vous y monterez et vous ne reviendrez jamais. Si vous acceptez, je garderai le silence sur votre passé, et le nom de Julien restera sans tache. Il épousera Lady Béatrice, comme notre famille l'exige, et Blackwood conservera son rang. Et si je refuse? Hector fit claquer sa tabatière une nouvelle fois. Si vous êtes encore là au déjeuner, j'envoie ce rapport au shérif du comté et à la presse londonienne. Dès demain soir, le nom de Julian Thornwood sera traîné dans la boue. On l'accusera de complicité, de recel et de folie. On demandera sa mise sous tutelle et je prendrai la direction de ce domaine. C'est à vous de choisir, Claire. Voulez-vous être celle qui causera la ruine définitive du duc de Blackwood? Les larmes montèrent aux yeux de Clara, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. Le choix était déchirant. Si elle restait, elle condamnait Julian à la déchéance sociale et à la perte de son domaine au profit de ce cousin cupide. Si elle partait, elle brisait sa promesse et abandonnait l'homme qu'elle aimait à sa solitude de pierre. Mais son amour pour lui était plus grand que son propre bonheur. Elle ne pouvait pas permettre qu'il soit détruit à cause d'elle. « Je partirai », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Une sage décision », dit Hector, avec un sourire satisfait. « La voiture vous attendra à 6 heures. Ne tentez pas de voir Julian avant votre départ. Si vous essayez de lui parler, je détruirai sa réputation avant même que vous n'ayez franchi la limite des terres. » Il s'inclina avec une politesse ironique et quitta la bibliothèque, la laissant seule dans la pénombre. Clara s'effondra sur le tabouret de velours, cachant son visage dans ses mains. Ses larmes coulèrent enfin, chaudes et amères, sur le bois du bureau où elle avait été si heureuse. Elle devait quitter cet homme qui lui avait redonné vie, le laisser croire qu'elle l'avait abandonné, pour mieux le sauver de la ruine. Quelques heures plus tard, dans sa petite chambre sous les toits, Clara acheva de boucler sa modeste valise de cuir. Elle n'emportait rien de Blackwood,
sinon le souvenir d'une voix et d'un baiser partagé dans l'obscurité. Elle enfila son manteau de laine sombre et s'assit au bord de son lit, attendant que les premières lueurs de l'aube n'apparaissent à l'horizon pour s'enfuir comme une voleuse, le cœur brisé par le plus cruel des sacrifices. L'aube pointait à peine sur Blackwood, teintant le ciel d'un gris de plomb et de traînées de brume glacée qui rampaient sur la pierre du perron. Les chevaux du fiacre, attelés dans la cour d'honneur, soufflaient de grands jets de vapeur blanche dans l'air matinal. Clara descendit le grand escalier de pierre, sa petite valise de cuir serrée contre elle. Ses doigts étaient engourdis par le froid, mais plus encore par la douleur qui lui enserrait la poitrine. Elle avait enfilé sa plus simple cape de laine, celle d'une servante qui s'en va sans laisser de traces. Au bas des marches, Hector Thornwood l'attendait, une silhouette sombre découpée par la faible lueur du jour naissant. Il tenait sa tabatière en argent entre ses doigts, gantés de cuir, clac. Le bruit métallique résonna sous la voûte de pierre, sec et triomphant. Il ouvrit la boîte, y puisa une pincée de tabac avec une lenteur calculée, puis la referma d'un coup sec. « Vous êtes en avance, mademoiselle Vance » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « C'est une excellente habitude pour une fugitive. Le cocher a reçu ses instructions. Il vous déposera à la gare de diligence de Southampton. De là, je vous conseille de passer sur le continent. Le nom de votre père y est peut-être moins maudit qu'ici. » Clara prit une discrète inspiration, ce petit sursaut de la poitrine qui lui servait de bouclier contre l'adversité. Elle refusa de baisser les yeux. « Je pars pour préserver Julian, monsieur Thornwood. Non parce que je crains vos menaces. Si mon père a commis des fautes, je n'en suis pas complice, mais je n'admettrai pas que votre cupidité détruise ce domaine. » Hector laissa échapper un rire bref et méprisant. « Vos sentiments m'importent peu. Montez dans cette voiture et disparaissez de nos vies. » Autour d'eux, le remue-ménage matinal avait attiré plusieurs domestiques dans le hall d'entrée. Madame Grayson se tenait sur le seuil, son grand trousseau de clés en cuivre serré dans ses mains jointes, le visage marqué par une profonde inquiétude. 2 valets de pied et une fille de cuisine s'étaient arrêtés dans leurs tâches, observant en silence le départ précipité de la lectrice. La rumeur d'un scandale imminent flottait déjà dans l'air froid. Clara posa le pied sur le premier marchepied du fiacre. Le cocher tenait déjà les rênes, prêt à fouetter les bêtes. « Arrêtez cette voiture !» La voix puissante et impérieuse résonna depuis le vestibule du manoir. Elle figea instantanément le cocher et fit sursauter Hector. Julien apparut sur le perron. Il ne portait pas sa tenue négligée de la bibliothèque, mais une redingote de drap noir parfaitement ajustée, ornée des insignes de son rang. Il n'avait pas sa canne. Il s'appuyait fermement sur le bras de son vieux valet de chambre, mais sa tête était haute, son visage tourné vers la cour, avec une assurance qu'on ne lui avait pas vue depuis des années. « Julian » s'exclama Hector, faisant un pas en arrière tandis que sa tabatière claquait à nouveau. « Que fais-tu ici? Tu devrais être dans tes appartements. Cette fille s'en va, c'est une affaire réglée. » Elle a compris que sa place n'était pas sous le toit d'un Thornwood. Julian descendit les premières marches du perron, d'un pas lent mais mesuré, forçant son valet à le suivre. Il s'arrêta au milieu de la cour, face à la direction de la voiture. Il inclina la tête vers la droite, captant le bruit des sabots des chevaux, et surtout, le souffle court et tremblant de Clara, qui s'était figée sur le marchepied. « Claire » appela-t-il. Ou plutôt, Clara. Descendez de ce fiacre. Julien, je t'interdis de te ridiculiser devant tes gens, intervint Hector, la voix plus aiguë sous le coup de la colère. Cette femme est la fille d'Arthur Vance. C'est une imposture, une criminelle, dont le nom est synonyme de ruine à Londres. Si tu la gardes ici, la justice s'en prendra à toi. Je détruirai ta réputation avant midi. C'est toi qui es ruiné, Hector, répliqua Julien, d'une voix froide, qui coupa net les protestations de son cousin. Le duc se détacha du bras de son valet.
et fit 2 pas en avant, seul dans la cour brumeuse. Ses yeux aveugles semblaient fixer Hector avec une force terrifiante. « Penses-tu vraiment que je sois resté sourd à tes manœuvres ?» poursuivit Julian. « Hier soir, après que tu as menacé Clara dans la bibliothèque, j'ai envoyé un messager au magistrat du comté. Il n'a pas fallu plus de quelques heures pour que les preuves des détournements de fonds que Clara a découverts dans mes registres soient remises entre ses mains. Les faux reçus, les signatures contrefaites, tout y est, Hector. La police n'est pas en route pour arrêter Mademoiselle Vance. Elle vient pour toi. » Le visage d'Hector passa du rouge au blanc livide. Ses doigts tremblèrent si fort que sa tabatière en argent lui échappa, tombant sur les dalles de pierre de la cour, dans un tintement métallique misérable, avant de rouler dans la boue. « Tu bluffes, » bégaya-t-il. « Tu ne ferais pas cela à ta propre famille. Le scandale sera le tien, Hector. Tu as volé ce domaine et tu as tenté de faire chanter la femme que j'aime pour couvrir tes crimes. Monte dans ce fiacre. C'est la dernière faveur que je t'accorde avant que le shérif ne vienne te chercher. Quitte Blackwood immédiatement et ne reparais jamais devant moi. » Hector regarda autour de lui. Les valets de pied le fixaient désormais avec un mépris non dissimulé. Madame Grayson, droite et sévère, fit bruyamment tinter ses clés, comme pour sceller sa déchéance. Comprenant qu'il avait tout perdu, le cousin ramassa sa tabatière souillée, monta dans le fiacre en bousculant le cocher et ordonna de démarrer. La voiture s'éloigna dans un fracas de roues sur le gravier, disparaissant dans la brume. Le silence retomba sur la cour. Julian se tourna vers l'endroit où Clara se tenait toujours, immobile, sa valise à ses pieds. « Clara, » dit-il doucement, tendant sa main ouverte vers elle. Elle courut vers lui, abandonnant ses bagages sur le sol humide. Ses mains se refermèrent sur la sienne, trouvant la chaleur et la force qu'elle pensait avoir perdues à jamais. Julian l'attira contre lui, enveloppant la jeune femme de ses bras puissants, sous les yeux de toute la domesticité assemblée. « Julien, » murmura-t-elle contre son épaule, « tout le monde sait maintenant. Ma famille, mon nom, la société ne vous le pardonnera pas. » « Qu'elle essaie, » répondit le duc d'une voix forte, destinée à être entendue par chaque personne présente dans la cour. Il se redressa, gardant une main possessive posée sur la taille de Clara, et s'adressa aux domestiques qui les observaient. « Madame Grayson, » dit-il en direction de l'intendante, « faites monter les bagages de Mademoiselle Vance dans les appartements de l'aile S. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ma lectrice, elle est ma fiancée et la future duchesse de Blackwood. Préparez la maison pour notre mariage. » Madame Grayson s'inclina profondément, un sourire rare et sincère adoucissant ses traits d'ordinaire si sévères. « Bien, votre grâce, » répondit-elle. « Ce sera fait sur le champ. » Clara leva les yeux vers Julian, le cœur débordant d'une joie mêlée d'incrédulité. Le mensonge était détruit, le cousin banni, et son identité révélée au grand jour. Le risque social était immense, mais ils allaient désormais y faire face ensemble, unis par un lien que personne ne pourrait plus contester. Une semaine s'était écoulée depuis le départ précipité d'Hector, et le manoir de Blackwood semblait enfin respirer. La bibliothèque, autrefois sombre et étouffante comme un mausolée, était aujourd'hui baignée par la lumière dorée d'un après-midi d'octobre, exceptionnellement doux. Les lourdes tentures de velours vert avaient été tirées pour laisser entrer les rayons du soleil, qui faisaient scintiller les milliers de dorures sur les reliures de cuir des étagères. Clara se tenait près de la grande fenêtre, observant les jardins où les jardiniers s'affairaient à nettoyer les allées. Elle ne portait plus la robe de laine grise de Claire Evans, la lectrice craintive, mais une robe de soie d'un bleu doux, simple mais d'une coupe irréprochable, que Madame Grayson avait fait ajuster pour elle en toute hâte. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon souple qui dégageait son cou gracieux. Elle n'avait plus besoin de cacher son visage ni de baisser les yeux devant le personnel du domaine. La porte de la bibliothèque s'ouvrit sans bruit. Clara n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui entrait. Le pas de Julian était désormais plus léger. Débarrassé de la tension qui le contractait,
autrefois. Il entra sans sa canne, guidé par la chaleur du soleil qui inondait la pièce et par le parfum familier de jasmin que Clara portait désormais. Il s'arrêta au milieu de la pièce, inclina lentement la tête vers la droite, et un sourire d'une infinie douceur dessina ses lèvres. « Vous êtes près de la fenêtre, Clara, » dit-il, d'une voix basse et chaleureuse. « Je sens la brise sur votre visage d'ici. » Clara fit quelques pas vers lui, le froufrou de sa robe de soie, remplaçant le frottement discret de son ancienne jupe de laine. « Le soleil est magnifique aujourd'hui, Julien, » répondit-elle en s'approchant de lui. « Il éclaire tout le parc jusqu'à la lisière de la forêt. » Julien tendit la main et Clara y glissa la sienne, sans la moindre hésitation. Il referma ses longs doigts sur les siens, savourant ce contact qui n'était plus un secret défendu, mais une promesse publique. « Je viens de recevoir une lettre de Southampton », dit-il en la tirant doucement vers lui pour réduire l'espace qui les séparait. « Votre mère et votre sœur ont accepté mon invitation. La voiture du domaine est en route pour les chercher. Elles seront ici avant la fin de la semaine. » Des larmes de soulagement brillèrent dans les yeux de Clara. Elle prit une discrète inspiration. Ce petit sursaut de la poitrine que Julian sentit immédiatement sous ses doigts. « Vous avez fait cela pour moi ?» murmura-t-elle. « Malgré le scandale qui entoure encore le nom de mon père, le nom de votre père appartient au passé, Clara, et le vôtre sera bientôt Thornwood. Votre mère et votre sœur n'auront plus jamais à se cacher ni à craindre le lendemain. Elles font partie de ma famille désormais, tout comme vous. » Il glissa sa main libre dans la poche de sa veste et en sortit un petit écrin de velours bleu nuit, dont les dorures étaient usées par le temps. Il le posa dans la paume de Clara. « Ouvrez-le, » dit-il doucement. Clara souleva le couvercle de velours. À l'intérieur reposait une bague d'une beauté saisissante, un saphir d'un bleu profond, taillé en ovale, entouré de petits diamants étincelants, montés sur un anneau d'or ciselé. « Elle appartenait à ma mère, » expliqua Julien, sa voix se teintant d'une émotion plus grave. « Elle m'a dit un jour, peu avant de mourir, que je devais la garder pour la femme qui saurait voir à travers mes propres ténèbres. Pendant des années, après mon accident, j'ai cru que cette bague resterait à jamais dans cet écrin. Je pensais qu'aucune femme ne pourrait m'aimer pour autre chose que mon titre, ou par pure pitié. » Il prit délicatement la bague entre ses doigts et chercha la main gauche de Clara. « Et puis, vous êtes arrivés, » poursuivit-il, ses yeux aveugles fixés sur son visage avec une intensité qui la fit frissonner. « Vous êtes entrés dans cette pièce sombre, et votre voix a tout changé. Avant même que je ne sache votre nom, avant même que je ne puisse effleurer votre visage, cette voix m'a rappelé que la beauté existait encore. Vous m'avez rendu le monde, Clara. Voulez-vous accepter d'être mes yeux, ma compagne et ma duchesse pour le reste de nos jours ?» Clara sentit son cœur déborder d'un bonheur si pur qu'elle en eut le souffle coupé. Elle serra les doigts de Julien contre sa joue, laissant ses larmes de joie couler librement. « Oui, Julien, » murmura-t-elle, la voix vibrante d'une sincérité absolue. « Je le veux de tout mon être. Je serai vos yeux si vous êtes ma force et je ne quitterai plus jamais ce domaine. » Julien glissa lentement l'anneau d'or à son doigt. Le saphir brillait d'un éclat vif sous la lumière du soleil de l'après-midi, scellant leur engagement devant les milliers de livres témoins de leur histoire. Le duc attira Clara contre sa poitrine, l'enveloppant de ses bras dans une étreinte protectrice et passionnée. Il inclina le visage et posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser doux et profond qui balaya définitivement les ombres du passé, les doutes et les menaces d'Hector. Dans la chaleur retrouvée de la bibliothèque ensoleillée, ils n'étaient plus le maître aveugle et la lectrice en fuite. Ils étaient deux amants qui avaient traversé la tempête pour trouver leur refuge, unis par une promesse que la voix de Clara avait portée à travers l'obscurité, et que leur amour venait d'inscrire à jamais dans la lumière.